Bonjour, chers élèves de terminale. Merci pour votre attention. Merci pour votre disponibilité. Nous allons aujourd'hui essayer de répondre à 2-3 questions qui nous ont été envoyées sur le numéro WhatsApp de la télévision. La première question était donc de savoir quelles sont les étapes pour permettre de calculer les concentrations, les étapes qu'il faut. Nous avons globalement 6 étapes. D'abord, quand on vous donne une solution, il faut commencer par établir les équations bilan. Donc il faut établir les équations bilan. Ça, c'est la première étape. Après les équations bilan, il faut faire les inventaires. Donc établir l'inventaire des espèces chimiques en solution. Donc, dans l'inventaire des espèces chimiques en solution, je vous avais dit la dernière fois qu'il faut les distinguer en 2 espèces. On a les espèces ioniques et les espèces moléculaires. Un autre élève avait demandé si on met espèces ioniques et espèces moléculaires ensemble, est-ce que ça ne posera pas de problème? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre inventaire des espèces chimiques en solution, commencer à citer les ions et citer les molécules. Mais pour faire comprendre à l'enseignant que le cours est bien compris, que votre esprit cerne les espèces ioniques et les espèces moléculaires, c'est mieux de les distinguer. Donc vous mettez espèces ioniques à part, espèces moléculaires à part. Et là, c'est beau à regarder, c'est élégant à regarder, et ça prouve que l'élève aussi est tranquille dans sa tête. Donc, ça ne gênerait pas aussi que vous mettez espèces ioniques, espèces moléculaires ensemble. Après avoir établi l'inventaire des espèces chimiques en solution, on va calculer les concentrations, en commençant par la concentration en ion hydronium. Donc, utilisation du pH. Donc, le pH nous permet de calculer la concentration en ion hydronium ou concentration en ion oxonium. H+, ça fait 10 puissance moins pH. Du moment où on a déjà la concentration en ion hydronium, on peut utiliser le produit ionique, la 4e étape. Le produit ionique de l'eau. Du produit ionique de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau va nous donner la concentration en ion hydroxyde. Donc on a concentration en ion hydronium, ensuite concentration en ion hydroxyde. La 5e étape sera l'électroneutralité. Donc établir l'électroneutralité de la solution. Électroneutralité de la solution. Et pour finir, on va établir la conservation de la matière. Conservation de la matière. Voici donc les 6 étapes qui nous permettront de calculer les concentrations des espèces en solution. Une autre question d'un élève de terminale donc, un qui demande si on n'a pas la concentration en ion hydronium, comment est-ce qu'on pourra calculer le pH? Je peux aussi transformer cette question, si on n'a pas le pH, comment est-ce qu'on pourra calculer la concentration en ion hydronium? Tout ceci dépendra des données de l'exercice. On peut avoir les cas, on peut avoir la concentration en OH-, on peut avoir ceci pour pouvoir aussi calculer H3O+. On peut avoir alpha pour calculer H3O+ aussi. Donc tout dépendra des données qu'on aura à voir. Mais on fera des exercices sur ça. Il y en a qui demandent comment reconnaître qu'un acide est fort, comment reconnaître qu'un acide est faible, comment reconnaître qu'une base est forte, comment reconnaître qu'une base est faible. Un acide fort, pour le reconnaître, vous faites le pH.
égale moins log de C. Si vous trouvez que le pH qui est donné par rapport à la concentration donnée, vous appliquez cette formule, vous trouvez pH égale à moins log de C, c'est que c'est un acide fort. Si le pH est différent de moins log de C, c'est un acide faible. Pour les bases, pH égale à 14 plus log de C. Si vous trouvez ça, c'est que c'est une base forte. Au moment où ce pH différent de 14 plus log de C, c'est que c'est une base faible. L'unité qu'on utilise pour les concentrations, ça fait mol par litre. Le petit L ici, c'est le symbole de litre. Donc évitez d'écrire mol / grand L. C'est mieux d'écrire mol par litre. Il y en a qui écrivent aussi grand M. Donc vous écrivez soit mol par litre avec petit L, parce que le symbole de litre là, ça fait petit L. Ou soit vous écrivez grand M qui nous fait mol, soit litre moins 1. Donc voilà les questions qu'on a eues il y a 2 jours. Maintenant, une autre question qui nous permettra, je répondrai à une autre question qui nous permettra d'entamer le cours d'aujourd'hui. Donc une transition pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que, la question donc, pourquoi est-ce que pour les acides forts, on met H2O à côté de l'acide et pour les bases fortes, on met H2O sur la flèche? On va aller comme ça. Je répondrai à cette question qui nous permettra de commencer le cours d'aujourd'hui. On a HCl plus H2O. Ça nous donne H3O plus Cl-. Ça, c'est un exemple au programme de terminale. On a NaOH. H2O sur la flèche, ça nous donne Na plus OH-. Donc l'élève veut comprendre pourquoi est-ce que ici on met H2O sur la flèche et ici on met H2O à côté. C'est simple. On a l'hydrolyse et l'hydratation. Si vous vous rappelez bien de votre cours de seconde, l'hydrolyse, c'est ce qui se passe dans l'eau. L'hydratation, c'est ce qui se passe avec l'eau. En fait, les deux sont des dissolutions. Donc, les 3 phénomènes de la dissolution, c'est quoi? On a la dislocation du cristal, la dispersion des ions dans la solution, et ensuite on a l'hydratation de ces ions. NaOH, c'est un solide qu'on appelle solide ou cristal ionique. Quand on le met dans l'eau, il se dissocie totalement en 2 types d'ions, Na plus et OH-. Ça s'arrête là, tout court. Donc, il y a la dissociation du cristal en ions Na plus, OH-, après la dispersion de ces ions dans le solvant, et il n'y a pas l'hydratation ici. Or, pour notre acide fort, qui est HCl, logiquement on doit avoir comme ça. Et en rappel, le HCl qui est le chlorure d'hydrogène, c'est un gaz. Et ce gaz, quand on le met dans l'eau, ça fait d'abord H plus Cl-. Le proton H+ qui est ici là sera capté par la molécule d'eau qui joue le rôle de solvant et le rôle de réactif en même temps. Donc le H2O va s'accaparer ces protons H+ pour nous donner H3O+. Donc du moment où le H+ est hydraté, on nous trouve H3O+. Et quand il y a déjà ce phénomène d'hydratation, on va mettre HCl là à côté de la flèche et non sur la flèche. Donc ça fait H2O qui va nous donner H3O+,
plus Cl-. Donc si l'eau était sur la flèche, on devait plutôt avoir H plus Cl-. Voilà donc comment est-ce que on peut répondre à cette question. Sans transition, nous allons voir notre cours d'aujourd'hui, réaction acide fort, base forte. Le cours d'aujourd'hui s'intitule donc réaction acide fort, base forte. Donc on va voir réaction acide base. Aujourd'hui, on va parler de la réaction acide fort, base forte. Nous allons donc planter notre décor. Une réaction acide-base forte, on l'appelle aussi une réaction de transfert de protons. Donc, on a un acide qui réagit avec la base d'un autre couple pour nous donner l'acide de cet autre couple plus la base de notre premier acide. Donc, ça fait un transfert de protons d'un acide à une base d'un autre couple. Ça, c'est dans le cas général. Acide 1 plus base 2 nous donne acide 2 plus base 1. Réaction acide fort, base forte. Généralement, on vous donne NaOH, on dit que ça réagit avec le HCl. Hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique. Ça, c'est l'exemple qu'on utilise beaucoup plus en terminale. Et il faut vous mettre en tête que quand un acide fort réagit avec une base forte, l'équation globale de cette réaction s'écria toujours H3O+, plus OH-, ça va nous donner 2H2O. Et c'est une réaction totale et exothermique. Toute réaction acide-base est totale et exothermique. H3O+, est l'acide le plus fort qui puisse exister. Et cet acide le plus fort qui puisse exister provient donc de la mise en solution du chlorure d'hydrogène qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait H3O+, plus Cl-. OH- est la base la plus forte qui puisse aussi exister. Cette base provient donc de la mise en solution de l'hydroxyde de sodium pour nous donner OH- plus Na+. Donc du moment où on sait déjà que Cl- est un ion spectateur et que Na+, lui aussi est un ion spectateur, la réaction sera celle donc de H3O+, avec OH-. Parce que les deux autres ions sont spectateurs. C'est ça qui nous donne la réaction globale H3O+, plus OH-, ça fait 2H2O. Donc il y a un transfert de protons entre les ions oxonium et les ions hydroxyde. H3O+ a libéré un proton qui sera capté par OH- pour donner H2O. Donc ça fait deux couples ici, comme les couples de l'eau. On a H3O+ qui joue le rôle de l'acide avec la première molécule d'eau, la deuxième molécule d'eau qui joue le rôle de l'acide avec la base qui est OH-. Voilà donc l'équation globale de la réaction acide fort, base forte. Et donc, cette réaction, comment est-ce que ça se passe pratiquement? Voilà le dispositif de l'évolution, d'étude de l'évolution de cette réaction. On a ici une burette graduée. On met une burette ici. Dans la burette, on met la solution
d'hydroxyde de sodium, Na+, plus OH-. Ça, c'est une solution qu'on met ici. Ici, on a notre bécher. Et dans le bécher, on met la solution d'acide chlorhydrique. On a ici un pH mètre. Ici, on a un agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Donc, regardez, ici, dans la burette, ici, on met une solution d'hydroxyde de sodium qu'on appelle la solution titrante. Dans le bécher, on met une solution d'acide chlorhydrique qu'on appelle une solution titrée. On a un robinet ici qu'on essaie d'ouvrir. Ici, concentration, on peut supposer 2,10 puissance moins 2 mol par litre. Même concentration aussi ici, 2,10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on a un volume déjà de l'acide chlorhydrique qui est dans notre bécher. On vient, on ouvre notre robinet. On laisse par exemple tomber 1 millilitre de solution d'hydroxyde de sodium dans la solution de H3O+, plus Cl-. Avant de laisser tomber une goutte ici, on met les 2 sondes du pH mètre là dans notre solution initiale. Donc, les 2 sondes, quand elles seront ici, ça va nous donner une valeur de pH. Donc, a priori et au départ, on suppose qu'on a un pH égal à 2. Donc, le pH de l'acide chlorhydrique. Dans le bécher, ça fait 2. On ouvre notre bécher, on laisse tomber par exemple 1 ml de solution d'hydroxyde de sodium dans la solution chlorhydrique. L'agitateur magnétique essaye d'homogénéiser notre solution. Donc ça fait, c'est comme les mamans avec leur tourne-boule, on essaie de tourner pour rendre homogène. Donc à un moment donné, le pH va varier. Donc si on ajoute 1 ml ici, on va voir que le pH va varier. On va noter la valeur du pH qu'on a eu. Ensuite, on ouvre encore, on laisse tomber 2 ml. On va sentir que le pH va varier. On va continuer à ouvrir. Donc chaque fois, on fait un tableau par rapport au volume de la base vexée. On note aussi le pH de la solution. Donc, cette indication-là nous permettra donc de tracer cette courbe qu'on appelle courbe d'évolution du pH. Donc, on a cette courbe-là, pH égale à F de VB. Donc, par rapport, VB, c'est le volume de la base vexée. Donc, volume de soude. On met ça en millilitres. Donc, remarquez, au départ, on a pH égal à 2. Quand on n'a pas encore versé, nous sommes à 0. Donc, quand le volume de la soude était 0 millilitres, le pH est égal à 2. On a ajouté 1 millilitre. Quand on ajoute 1 millilitre, ça va jusqu'à 2,1. On ajoute 2, ça va à 2,2, 2,3, 2,4, ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir notre courbe d'évolution du pH égale à F de VB. Donc voilà comment se dessine l'allure du graphe pH égale à F de VB du dosage acide fort, base forte. Et si vous regardez bien cette courbe, on peut avoir 3 parties. On ne peut pas, mais on va avoir 3 parties dans cette courbe-là. Si je mets le point A ici, je mets un point B. De ce côté, je mets C là. La courbe va continuer encore, excusez, on n'a pas d'espace. Je mets un point D ici. On va voir comment est-ce que cette courbe évolue. Donc, quand on quitte de A à B, on remarque que la courbe là croît légèrement. Elle est presque rectiligne. Donc, jusqu'à 8 millilitres de NaOH versé, le pH là n'a pas grimpé encore. On a une variation de pH de 2,4, 2,5. Donc le pH varie faiblement, le pH varie peu. Donc entre A et B. La deuxième partie, quand on quitte ici, entre B et C, on voit que le pH grimpe très rapidement.
Et on appelle cette partie-là le saut du pH. Parce que le pH là a grimpé rapidement. Le saut de pH. Le pH a grimpé très rapidement ici dans la deuxième partie. Et la courbe aussi a changé de concavité. Au départ, on a une concavité tournée vers le haut. Ensuite, la concavité change. La troisième partie, entre C et D, il y a aussi un changement de concavité. Donc, la concavité se tourne vers le bas. Donc, notre courbe là se tourne vers le bas. Et le pH varie aussi faiblement ici. Et si nous regardons bien, on tend vers une asymptote horizontale. Donc, voilà les trois parties donc, de notre graphe pH égale à F de VB. Ici, dans la deuxième partie, on a dit qu'on a un saut de pH. Et à ce saut de pH, on a un point d'inflexion qu'on appelle le point E. Et E, on appelle le point à l'équivalence. Donc, point d'équivalence E. Donc, regardez le point d'équivalence E. Ici, quand on remarque bien, et je l'ai mis en rouge, on va ici. On trouve le pH, ça fait sensiblement égal à 7. On vient ici, le volume, ça fait 10. Regardez comment on peut retrouver ce point d'équivalence E là. Il y en a dans beaucoup d'exercices. Comment reconnaître et retrouver notre point, les coordonnées du point d'équivalence E. Graphiquement, on utilise la méthode des tangentes. Et la méthode des tangentes, regardez comment ça se passe. On trace une première tangente, que j'ai notée T1 ici, à la courbe lors de la première concavité. Donc la première concavité est là. On trace sa tangente. Et tout le monde sait que tracer une tangente, ça est frôler seulement la courbe. On trace une première tangente qui est là. On revient. La deuxième concavité, troisième donc, ici, on va avoir une autre tangente. Mais cette tangente qui passe par ce point C, à la courbe là, au point C ici, doit être parallèle à la première tangente. Parallèle comment? Comment tracer deux droites parallèles? En rappel, on a déjà notre droite qui est ici. On prend notre équerre, on cherche une perpendiculaire à la première droite. Voilà, on place ça comme ça. On trace la perpendiculaire à la première droite. Qui est là. On le fait en pointillé. On cherche la perpendiculaire à la perpendiculaire de la première tangente. Donc, on reprend ici. On cherche une perpendiculaire à cette perpendiculaire. Donc, passant par la courbe là. Vous me pardonnez? On a déjà deux tangentes qui sont perpendiculaires. Donc, parallèles plutôt. Donc, deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont forcément parallèles. Pour avoir le point E, on va chercher une troisième tangente qui va être au milieu des deux tangentes. Vous prenez votre compas cette fois-ci. Vous avez la rencontre des deux parallèles avec la perpendiculaire. Je mets le bout de mon compas ici. Je fais un arc de cercle. On peut tracer d'autres arcs de cercle, hein, c'est la même façon. Donc, je fais, suivez donc, je fais un arc de cercle comme ça. Je fais aussi de ce côté. Là, je reviens. Je mets ici. Je fais un arc de cercle qui rencontre mon arc de cercle. Un autre arc de cercle. Et je relie les deux arcs de cercle. Là. Donc, regardez donc. On les relie. Et quand on va les relier déjà, ça nous permet d'avoir une droite qui va être milieu des deux tangentes. Donc, le milieu des deux tangentes va être forcément parallèle aux deux tangentes. Cette droite qui est milieu des deux tangentes va rencontrer la courbe en un point. Et c'est la rencontre de notre courbe avec le milieu de nos deux tangentes là qui sera le point E.
Et si le graphe il est bien tracé, vous allez vous rendre compte que là, l'ordonnée du point E, ça sera 7. Et on a dit, sur l'axe des ordonnées ici, ça nous fait le pH. Donc le pH à l'équivalence nous fera donc 7. Et ce pH à l'équivalence, on nous généralement pH E égale à 7. On sait que pour pH égale à 7 à 25 degrés Celsius, c'est que c'est une solution neutre. Et notre solution neutre, on peut aussi vérifier par les équations. Et à l'équivalence, on dit quoi? Nos solutions donc, seront donc dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire mol à mol. Donc la quantité de matière de la base versée sera donc égale à la quantité de matière de l'acide qui est initialement dans le bécher. Donc on a la base, ça fait OH-, donc N2 OH- sera égal à N2 H3O plus à l'équivalence. On appelle ça proportion stoichiométrique, mol à mol. Donc on a CB VBE, on met VBE, ça veut dire volume de la base à l'équivalence, ça sera égal à CA VA. Par les équations bilan, on a dosé notre acide par une base. Donc on a la solution d'acide chlorhydrique Na plus OH-. C'est ça qui est solution. Ce n'est pas NaOH qui est la solution. La solution, ça fait Na plus OH-. Donc, avec H3O plus Cl- qui est l'acide chlorhydrique. Vous voyez maintenant, H3O va réagir avec OH- pour nous donner 2 molécules d'eau. Donc ça nous fait 2 H2O plus, il va nous rester Na plus Cl-. Spectateur, sans activité acido-basique, Ici, on sait que l'eau est neutre. Et rappelez-vous bien, dans nos premiers cours, on a dit que la solution de chlorure de sodium a le même comportement que l'eau. Donc la solution de chlorure de sodium, NaCl a un pH égal à 7. Donc le NaCl lui aussi, il est neutre. Donc on retrouve que notre solution, à l'équivalence là, on a une solution de chlorure de sodium. Regardez. Si on fait le bilan électroneutralité, on a H3O plus Na plus, ça nous fera OH- plus Cl-. Or, on sait que déjà ici, H3O plus en concentration égale à concentration de OH-. Donc si H3O plus égale à OH-, on aura finalement concentration de Na plus égale à concentration de Cl-. Donc à l'équivalence, on a aussi concentration de Na plus qui est égale à la concentration de Cl-. Donc le milieu, il va toujours être neutre. Donc, retenez ceci. Lors du dosage acide fort, base forte, nous avons à l'équivalence le pH qui est égal à 7 et la quantité de matière de la base versée sera égale à la quantité de matière de l'acide initialement dans le bécher. Donc on a N de OH- égale à N de H3O+. Donc retenez que prochainement, la séance prochaine, donc on fera les solutions tampons pour nous arrêter avec la première partie donc de la chimie. Donc semaine prochaine, on fera réaction acide fort, base faible et réaction acide faible, base forte qui nous introduiront donc à la solution tampon. Merci, bonne écoute et puis à prochainement.